On va faire un petit jeu. Je vais vous poser deux questions. La première, est-ce que vous avez déjà partagé ce genre de citation? Je tiens d'ailleurs à préciser que Churchill n'a absolument jamais dit cette phrase. Deuxième question, est-ce que vous avez déjà, dans vos discussions ou sur vos réseaux sociaux personnels, dit que les antifas sont les vrais fascistes? Si vous avez répondu oui à au moins une de ces deux questions, eh bien je suis en regret de vous annoncer que vous êtes encore emprisonné mentalement par la gauche. Et vous êtes loin d'être le premier. Pourquoi est-ce que je parle de prison mentale? Parce que c'est un refrain répété constamment qui en est presque devenu un réflexe pavlovien. En effet, systématiquement, lorsqu'il y a violence de la part de la gauche sur des militants de droite, on entend tout un tas de personnes dire que la gauche, ce sont les vrais fascistes. Eh bien ça, c'est typique de la prison mentale que subit la droite. Parce que ça fait des décennies que la gauche impose des mots interdits, des concepts interdits, des pensées interdites. Et la droite est prisonnière culturellement de la gauche. Ce qui fait que la droite est complètement conditionnée par la culture de gauche. Si vous restez dans cette prison, cela ne peut que vous donner des arguments faibles et peu convaincants. Je vous mets le lien d'une vidéo qui traitait exactement de ce sujet juste là. Et en quoi exactement est-ce un problème? Parce que vous et moi, on s'intéresse à la politique ou on en fait. Et l'objectif de la politique, c'est de gagner. Et c'est ce que nous voulons, pas vrai? Et le problème de ce genre d'argument, c'est qu'il nous amène systématiquement vers la défaite. Or nous voulons faire partie de la droite qui gagne. Je vais vous dire, il est normal d'employer ce genre de rhétorique face à la gauche. Parce que c'est plus intuitif, surtout lorsqu'on a été élevé dans un pays formaté par ces idées-là. Et parce qu'on n'a pas forcément quelqu'un pour nous aiguiller dans la bonne direction. Il n'y a pas à en complexer, quasiment tout le monde est passé par là d'ailleurs. À force de se faire traiter de facho, on va instinctivement vouloir retourner l'insulte. Et oui, c'est logique, si être un facho est la pire chose possible, et si j'arrive à faire passer mon adversaire pour la pire chose possible, alors j'ai gagné. Sur le papier, c'est une bonne idée, mais en réalité, ça ne peut tout simplement pas marcher. Parce que l'accusation de fascisme, elle a été créée pour marginaliser et humilier toute la droite, et uniquement la droite. Pour gagner, il faut donc sortir de la prison. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous apprendre à vous en évader. À propos, si vous avez d'autres exemples de prison mentale de la gauche, n'hésitez surtout pas à me les signaler en commentaire parce que ça pourrait faire l'objet d'une future vidéo. Allez, c'est parti! Pourquoi dire que les antifas sont les vrais fascistes est faux? Eh bien, comme souvent, le secret se trouve dans les sous-entendus. Si chaque acte violent mené par la gauche est suivi de « les antifas sont les vrais fascistes », cela assimile la violence au fascisme. Et cela suggère donc trois sous-entendus. Le premier, que le fascisme aurait le monopole de la violence. Le deuxième, que l'antifascisme serait à l'origine une politique de la non-violence. Et le troisième serait que les antifascistes actuels seraient donc des traîtres à l'antifascisme originel. Ces trois sous-entendus sont faux et on peut aisément le démontrer. Numéro 1, le fascisme aurait le monopole de la violence. Il est une évidence absolue que la violence politique a existé bien avant les années 20 et 30. Toutes les guerres et toutes les oppositions politiques ont fait usage de la violence. Pour ne prendre qu'un exemple, la Révolution française et notamment la prise de la Bastille, qui est un mythe fondateur de la République française. Il est évident que cet événement a été un cas de violence politique avérée, et ce, plus d'un siècle avant le fascisme. Alors pourquoi c'est le moment historique du fascisme qui a l'air d'obséder tout le monde et qui revient en permanence? Parce que la gauche, en ayant vaincu le fascisme, se pose comme le défenseur du monde libre et du bien. Donc, elle associe tous ses opposants au fascisme pour les faire passer pour des salauds et des perdants. Enfin, s'il est vrai que le fascisme revendiquait ouvertement la violence, tout le monde la pratiquait, lui comme ses adversaires. 2 petites secondes, si vous aimez cette vidéo, c'est le moment de lâcher un petit pouce bleu et surtout de vous abonner, c'est super important pour la visibilité de cette chaîne. Merci beaucoup. Numéro 2, l'antifascisme serait à la base une politique de la non-violence. On va remonter quelques années en arrière. Comme vous le savez, le mouvement antifasciste naît en Italie dans les années 20 comme force d'opposition au parti national fasciste de Benito Mussolini. Il se structure véritablement en Allemagne à la même période contre la montée du national-socialisme. À l'époque, le mouvement est scindé en deux. En 1928, le 6e congrès du Comintern décide de donner la priorité à la lutte contre les sociodémocrates plus modérés et considérés comme des traîtres et des fascistes comme les autres. Il n'y a donc pas d'alliance avec les sociodémocrates et chacun met en place sa structure antifasciste. Les communistes forment l'Action antifasciste qui a pour logo les drapeaux rouges et les sociodémocrates forment le Front de Fer, une alliance anti-nazie
qui a pour logo les 3 flèches. Il faut attendre 1935 et le 7e congrès du Comintern pour que Staline valide la stratégie de Front Populaire, une alliance de toutes les gauches dans une optique anticapitaliste et antifasciste. Durant toute la période du début des années 20 jusqu'à la fin des années 30, la violence politique est omniprésente en Allemagne, où les combats de rue entre fascistes et antifascistes se soldent par des dizaines, voire des centaines de victimes. C'est donc un mouvement qui, dès le départ, pratique la violence politique pour se faire entendre, comme tout le monde à cette époque d'ailleurs. Bref, le mouvement antifasciste des origines n'est ni composé de bobos, ni composé de hippies pacifistes, mais de combattants politiques. C'est un mouvement violent, né à une époque violente. Numéro 3, les antifascistes actuels seraient des traîtres à l'antifascisme originel? Alors que le fascisme a quasiment disparu, l'antifascisme, lui, est toujours bien vivant. Que ce soit comme mouvement, avec des organisations politiques qui sont présentes dans la rue, mais aussi dans la culture, puisqu'on nous dit constamment que le fascisme c'est la grande menace de l'histoire, alors qu'il est mort il y a quasiment 80 ans. Et depuis les années 90, il y a même un regain d'influence du mouvement Antifa avec beaucoup d'organisations différentes qui existent. Et il revendique l'usage de la violence pour faire taire les fascistes. C'est une étiquette facile pour mettre tous ceux qui sont à droite de Xavier Bertrand dans le même sac, autant dire un paquet de gens. Leur moyen d'action préféré, c'est l'attaque contre les colleurs d'affiches du Rassemblement National, de Génération Z, de Reconquête et même de l'Uni, mais aussi de manifestations, de conférences en tout genre, etc. Malgré des changements idéologiques, abandon du stalinisme, plus d'influence libertaire et même anarchiste, leur mouvance continue bel et bien d'exister. Ce ne sont pas des traîtres, mais bien des continuateurs fidèles. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Eh bien, appelons les choses par leur nom. Il peut certes exister des violences d'extrême droite, l'idée n'est pas de les légitimer, mais qu'elles ne deviennent pas le prétexte pour dissimuler celles de la gauche. L'agression d'une candidate Reconquête à Nantes, ce n'est pas une attaque fasciste, c'est une attaque antifa menée par la racaille d'extrême gauche. Mais alors, s'ils sont antifascistes, sommes-nous fascistes? Évidemment que non, ce n'est pas à eux de nous définir. Fasciste, facho est une insulte et une technique de marginalisation, pas une étiquette politique. Le but de cette accusation, c'est de nous faire taire. Et ça marche jusqu'au jour où on en a marre. On en a marre de se faire traiter de facho, alors on veut retourner l'accusation, mais ça ne peut pas marcher. Tout simplement car cette insulte est spécifiquement faite pour nous. Comme dans la cour de récré, si une brute va traiter un enfant de la classe d'intello et que celui-ci lui répond « Non, c'est toi d'abord ». Ça n'a aucun sens, ça ne convainc pas votre entourage et ça vous décrédibilise. Le fascisme, ce n'est pas nous. Mais ce n'est pas eux non plus. Car, en réalité, ce n'est plus personne. Parce que c'est fini depuis presque un siècle. Mussolini et Hitler sont morts, bref, faut passer à autre chose. Il faut mettre un terme au chantage de la gauche. Il faut en finir avec l'impunité historique de la gauche qui se permet de donner des bons points et de mentir sans jamais en assumer les conséquences. Un exemple, Mélenchon, en 2012. Et je lui signale que contrairement à ce qu'il raconte d'une façon abjecte, non, les communistes n'ont pas du sang jusqu'au coude. Le seul qu'ils aient, c'est celui de l'envahisseur qu'ils ont repoussé. Mais lui, monsieur Le Pen, il a du sang jusqu'au coude. Celui des personnes qu'il torturait à la villa Astaweli. Face à cela, il faut déjà rappeler les crimes du communisme, et puis il n'y a aucune preuve que Jean-Marie Le Pen ait pratiqué la torture en Algérie, et d'ailleurs il a gagné tous ses procès là-dessus. Lorsqu'on accuse la gauche d'être fasciste, on participe sans le savoir, et sans le vouloir bien sûr, à dissimuler les crimes du communisme. Notre responsabilité, c'est de ne pas oublier la mémoire des victimes des pires tyrannies de l'histoire. Dire que les antifas sont les vrais fascistes, ça revient à dire que la violence serait contradictoire avec la pensée de gauche, et donc génère une indulgence pour la violence de la gauche et une répression systématique pour la violence de droite. Alors rappelons à tous ce qu'ils sont, les descendants des architectes de la tyrannie, du mensonge et des charniers. Chacun d'entre vous doit mettre un terme aux mensonges de l'extrême gauche. Montrez-les pour ce qu'ils sont, pointez la lumière sur eux pour que le monde voit pourquoi ils se battent. Ce n'est certainement pas à nous d'avoir honte. Pour terminer, la révolution identitaire, c'est d'abord une révolution intérieure. Ça commence dans votre tête et par votre façon de vous exprimer. Aujourd'hui, l'ennemi se révèle, les forces de gauche se radicalisent, on le voit dans la violence, on le voit dans leur discours. De plus en plus anti-français, de plus en plus anti-européens, anti-blancs, défenseurs de l'islamisme, du règne des criminels et de la soumission de ceux qui sont là depuis 1000 ans, votre devoir, c'est d'appeler vos ennemis par leur nom. Il faut reprendre depuis le début et dépolluer nos consciences. Nous devons sortir de l'auto-humiliation, sortir de la passivité et apprendre à nous affirmer politiquement. Ce qu'il faut, c'est s'attacher à affirmer nos idées pour affirmer notre personnalité et notre identité. L'itinéraire pour la victoire est simple. Pensée, parole,
action. Je compte sur vous. Le combat, il commence dès maintenant et il commence avec vous.